La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 19h sur nos antennes, les sommaires qui bandent de chez toi. Les premières cartes d'électeurs délivrées ce mardi dans l'espace Cassailles. La centrale électorale projette l'enrôlement d'environ 4 millions d'électeurs dans cette partie du pays. Les Léopards Basketball jouent en principe jeudi prochain contre les Aigles de Carthage. Mais attention, ils devront payer 70 000 $ avant. Du calme, dit-on, du côté du ministère du Sport, c'est-à-dire que tout va s'arranger. Invité du journal, Bob Kadima, secrétaire général de l'Expo Béton République démocratique du Congo, un expert qui va nous expliquer beaucoup de choses et nous préciser beaucoup de choses dans le domaine justement de la construction. Tout d'abord, cette nouvelle, les activités étaient paralysées ce mardi dans la ville de Butembo. La société civile locale a décrété une journée ville morte. Elle proteste contre l'insécurité qui prévaut dans cette entité depuis environ 10 mois. Elle exige aussi la démission des autorités administratives et sécuritaires de cette partie commerciale du Nord Kivu. Contacté, le gouverneur de province appelle toutes les parties au calme et annonce qu'une solution sera trouvée pour calmer les tensions. Début ce matin de l'opération d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï central, ainsi que dans les territoires de Luilou et de Kamiji, dans la Lomami. La toute première carte a été remise à M. Mukenge Massanka, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. C'était à l'école primaire Buena Muntu 1. Le lancement est intervenu après la caravane motorisée conduite par le rapporteur de la CENI. À Kinshasa, l'enrôlement des électeurs se poursuit dans quelques centres. Noël Tchani, candidat déclaré à la présidentielle, a rempli son devoir civique. Ce fonctionnaire international soutient l'organisation des élections à tous les échelons. Il affirme avoir un projet de société qui vise à mettre en place un pays stable, prospère et équitable. Rachid Kitita, Doudou Kasouba. Je considère que l'enrôlement fait partie de l'exercice de la démocratie dans un pays et connaissant la situation chaotique que traverse la République démocratique du Congo dans tous les domaines, sécuritaires, politique, constitutionnel, économique, social et humanitaire, il est important que les Congolais puissent réaliser que nous avons besoin d'alternance démocratique, d'alternance donc pacifique. Et cette alternance ne peut être réalisée qu'à travers la participation aux élections à tous les niveaux, présidentiel, législatif, sénatorial, communal, mais également au niveau local. J'espère que les élections vont se dérouler donc dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour que ce pays puisse retrouver donc la paix et la sérénité. Et en ce moment-là, je pense que les Congolais devront choisir des individus qui se présentent à n'importe quel niveau en fonction, non pas donc du tribalisme, en fonction non pas du fanatisme, mais surtout en fonction donc de leur projet de société. Et moi qui vous parle, j'ai un projet de société dénommé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC. J'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir le partager avec l'ensemble de la population congolaise pour que les gens puissent connaître exactement ce que ça renferme. Mais brièvement, ce projet vise à mettre en place un pays stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour tous les Congolais. Rachel Kitsit. Vous le savez sûrement, le président de la commission électorale propose le mode de scrutin semi-électronique. Et selon Colonel Danga, ce mode de vote permettra d'économiser des centaines de millions de dollars, un avis non partagé par la synergie des missions d'observation citoyenne des électeurs au Congo. Son coordonnateur adjoint, Sylvain Loumou, invite la CENI à publier d'abord le calendrier avant de changer la technique de vote. Glorien Seya
Eric Kalambaye. Le vote électronique, bonne initiative, saluée par la synergie de missions d'observation citoyenne des élections au Congo, qui déplore tout de même la précipitation avec laquelle la CENI présente ce mode de vote au grand public. Sylvain Loumou, coordonnateur adjoint de la Sinocel, reste convaincu que le choix de ces techniques de vote, à ce stade, doit à tout prix se référer aux tests légaux. En ce qui concerne cette proposition du vote semi-électronique, nous disons que ça viole d'abord la loi, le droit positif congolais existant, qui interdit pour les élections en cours l'application ou le recours à ce mode, à cette façon, à cette modalité, l'introduction d'une technologie qui n'a pas été prévue dans la planification électorale vient tout d'un coup, n'est-ce pas, résoudre tous les problèmes. Il n'en est pas question. La Sinocel soutient en outre que la CENI devra se focaliser sur la publication du calendrier électoral et la justification des fonds reçus à ce jour. Il n'y a aucun processus électoral qui peut se mener sans être encadré par une planification, par un chronogramme, par un calendrier. Comment est-ce que vous voulez que des partis politiques préparent leur campagne si on n'a pas de calendrier? Il dit que ça va permettre d'économiser. Est-ce qu'il vous a déjà dit le coût réel sur chaque électeur que cela va coûter? La Sinocel est une plateforme qui réunit en son sein plusieurs ONG spécialisées en matière électorale. Le débat se poursuivra demain. Autre chose, il se tient depuis lundi dernier à Kinshasa le Forum national sur la réforme du système fiscal. Selon le ministre des Finances, les assises de 4 jours constituent le début d'un processus qui conduira la République démocratique du Congo vers la réforme en profondeur de son système fiscal. Bienvenue Babois, Tapi Lutoudou. La rencontre qui s'ouvre ce jour et qui se déroulera jusqu'au 14 septembre 2017 ne sera donc pas un séminaire de trop sur le poids et les incohérences de notre système fiscal. Elle constitue plutôt le début d'un processus qui nous conduira vers la réforme en profondeur de notre système fiscal. En effet, le présent forum entend sortir des sentiers battus pour avoir érigé le dialogue et la participation, si pas de tous, mais de la plupart des acteurs concernés par les sujets, comme moyen privilégié de conduire les changements attendus de notre système fiscal. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons associé le gouvernement et ses administrations fiscales, les opérateurs économiques, la société civile, le tout avec l'accompagnement des partenaires au développement bi- et multilatéraux. Les revenus miniers et pétroliers sont en hausse. C'est le ministre des Finances qui l'a dit dans un entretien accordé à Reuters. Selon Henri-Yves Mouland, au premier semestre 2017, le secteur minier de la République démocratique du Congo a généré des revenus de l'ordre de 294,3 millions de dollars, soit une hausse de 9% en glissement annuel. Il a affirmé que l'on note également une augmentation de 140% des revenus tirés du secteur du gaz et du pétrole. Une commission a été mise en place par le ministre de l'économie nationale pour actualiser les prix des produits pétroliers afin de les adapter à la réalité du taux de change. Qu'en est-il alors du prix du carburant à la pompe ou dans le monde entier? Les détails avec Anita Kangoudia. Actuellement, le prix de l'essence en République démocratique du Congo est de 1730 francs le litre, soit l'équivalent de 1,11 $. Or, le prix moyen de l'essence mondiale est de 1,9 $ le litre. Mais ceci ne fait pas de la République démocratique du Congo le pays où le carburant est le plus cher, ni en Afrique, ni dans le monde. Parmi les 9 pays voisins directs, hormis ceux qui pratiquent moins d'1 $ au litre, figurent ceux qui ont le prix le plus élevé,
tels le Rwanda avec 1,15 $ le litre, le Burundi 1,21 $ le litre et la Zambie 1,36 $ le litre. Sur les marchés internationaux, le prix du brut étant le même pour tous, la différence des prix intervient selon les taxes fixées par différents pays, mais aussi des contraintes logistiques. Très souvent, on retrouve les prix les plus élevés dans les pays plus développés. C'est le cas de la Norvège. Ces pays scandinaves battent tout le record. Début septembre, l'essence se vendait à 2,4 $ le litre. Grâce à son PIB très élevé, avec 5,233 millions d'habitants et une moyenne de 70 813 $ de PIB par habitant. Dans cette catégorie, les États-Unis d'Amérique font exception avec 77 cents le litre à peine. Mais dans les pays producteurs de pétrole et les pays pauvres, le prix du carburant est bas. À l'exemple de l'Arabie Saoudite, 24 cents le litre, Algérie, 32 cents le litre, le moins cher en Afrique, suivi de l'Égypte, 37 cents et du Nigeria, 41 cents. Paradoxalement, et malgré l'instabilité politique, le Venezuela est le pays où l'essence à la pompe est le plus bas, à seulement 1 cent le litre. Merci Anita Kangoudia. Avec vous, nous aborderons tout à l'heure la page sportive, mais avant cela, nous allons d'abord parler de l'enfant. Monitorage en temps réel en appui à la communauté amie de l'enfant, c'est le thème du séminaire ouvert depuis hier à Kinshasa à l'intention des professionnels de santé. Il est question de formuler des stratégies pour la programmation des actions à mener sur terrain en vue d'améliorer les conditions des enfants. Bienvenue Babois et Théodore Chitolé. Les indicateurs sont au rouge en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du développement durable. La République démocratique du Congo est comptée parmi les pays africains qui enregistrent un taux de mortalité élevé et le pays a besoin de stratégies innovantes pour améliorer les conditions de vie de l'enfant. C'est tout l'enjeu de l'atelier sur le monitoring en temps réel en appui à la communauté amie de l'enfant. On a fini les 25 ans des objectifs du millénaire et comme vous savez, notre région a été la dernière dans le monde et ces pays sont parmi les pays aussi qui ont contribué donc, à la position que nous avons et que nous sommes conscients qu'on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière parce qu'on n'aura pas de résultats différents. C'est la RDC et le Nigeria qui sont les poids lourds donc, de cette région en toutes choses. C'est-à-dire ceux qui arrivent au Nigeria et en RDC a de l'influence sur toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais c'est aussi un choix stratégique parce que la RDC est l'un des pays qui a une bonne histoire de tout ce qui est discuté ici, des expériences à base communautaire, des très bonnes expériences de la RDC que nous avons voulu amener les autres pays, comme ça ils peuvent aussi aller voir sur le terrain comment la RDC et pouvoir tirer des leçons. 5 pays africains prennent part à cet atelier de 3 jours organisé par l'UNICEF en partenariat avec les principaux partenaires Bill et Melissa Gates Foundation. Il s'agit du Nigeria, de la Libye, de la Guinée, du Tchad et de la République démocratique du Congo. En sport, la rencontre République démocratique du Congo-Tunisie pour le compte de quart de finale de l'Afrobasket masculin risque de ne pas avoir lieu. En effet, la FIBA Afrique somme la République démocratique du Congo à s'acquitter des 70 000 $ américains d'arriérés de pénalité avant de jouer son match de quart de finale contre la Tunisie prévu jeudi prochain. Au gouvernement, on calme le jeu et on indique que le problème est en voie d'être résolu. Au revoir les Pefkines et bonjour la Lina Foot. Propos de Bossé Kiawalimbe, capitaine de l'AC Rangers, vainqueur du tournoi super champion de la Ligue de football de Kinshasa. Finale remportée contre le FC DDM par 3-0, un doublé de Piana Mouzinzi et une signature de Pinor Mvumvu. C'était hier au stade Tata Raphaël. Paul Kazozo et Serge Mitelesi. 0 but partout
à la pause entre l'Académie Club Rangers et le FC DDM, le FC Doudou Moutoubilé. À la reprise entre le champion de Kinshasa et le champion de l'entente urbaine de Lukunga, l'ordre hiérarchique des mises pour l'AC Rangers, vainqueur de son adversaire par 3 buts à brosse, un doublé de son avant-centre Mpiana et une signature de Pinok Vouvou. Avec cette victoire, le Rangers, à la manière de leur capitaine Boseka, pense dire au revoir à la Pefkin et à la Livkin. En même temps, bonjour à la Lina Foot. J'espère qu'on se sépare avec les Pefkin. Bonjour la Lina Foot. Merci beaucoup. Didier a perdu et a fait les frais de son inexpérience, mais a eu dans les perches un jeune gardien au keeping éblouissant. Le problème ici, Bango Baza équipe déjà besoin qui temps pour se préparer, biso to bandi préparation quand même en retard, c'est parce que l'année est causé pour la match aller. Et puis Baza qui plus fort par rapport à biso, Baza qui plus lancé par rapport à biso, c'est pour cela qu'il tu as accumulé fatigue dans la deuxième période de celle qui est au père de match aller. Bon, dans sali au quatrième année nanga, tu bandi na deuxième division, tu mis première année na première division, tu mis troisième année na première division, tu mati Pefkin, c'est pour cela que tu es ta super coupe. Tout compte fait, l'Académie Club Ranger, champion de la saison sportive 2016-2017, a reçu le trophée du centenaire de la Ligue de football de Kinshasa. Le trophée d'aujourd'hui, on a parlé de centenaire, je pense. Et aujourd'hui, Rangers ferme le centenaire. Et puis début ce soir de la phase de poule de la Ligue des champions européennes. De belles affiches sont au programme. Cette année, il y a plusieurs candidats au trophée tant convoité par toute l'Europe. Mais pour les sportifs quinois, seul le Real Madrid, double champion d'Europe en titre, et les FC Barcelone sont favoris pour remporter la compétition la plus prestigieuse des clubs dans le monde. Junior Bompema, Ange Makadi et Eric Ndongala. Plusieurs rencontres sont au menu, mais le match phare reste les retrouvailles entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin. La vieille dame qui a sorti les Blaugrana en quart de finale de l'édition dernière. La Ligue des Champions, c'est aussi cette affluence qui bat son plein à Kinshasa depuis presque une décennie. En dehors de la concurrence Messi et Cristiano, plusieurs raisons sont évoquées. L'équipe a bien, la star a bien, il y a la Ligue, surtout c'est Barça Zali, c'est la Macas. Pour l'équipe, c'est Sangai Macas. On aussi Ligue c'est Barça Zali. Ça a toujours eu. Bon, moi, ce qui m'intéresse par rapport à la compétition, c'est d'avoir les équipes que j'aime beaucoup. Par exemple, je suis madrilène. Alors, qui pour succéder au Real Madrid qui a réussi à remporter les éditions 2016-2017 de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la création de la nouvelle formule en 1992? Pour moi, toutes les bonnes chances à Barcelone. Cette fois-ci, je sais que Barcelone fera de mieux. Bon, en tant que sportif favori dans le Real. J'aime bien le Barça. Le Barça est une très bonne équipe par rapport à son milieu de jeu. Et le Barça, je vois bien que son collectif est très bien. Et je crois bien qu'il va remporter cette saison la coupe. Pour l'édition 2017-2018, la finale se jouera à Kiev, en Ukraine, en mai 2018. C'est alors que l'on connaîtra le vainqueur. J'ai le plaisir de vous présenter M. Bob Kadima. Monsieur Bob Kadima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général d'Expo Béton, République démocratique du Congo, deuxième session, parce que la première a eu lieu l'année dernière. Les travaux de cette Expo Béton se sont clôturés. Qu'est-ce que vous pouvez dire que ça a été un succès total ou vous ferez mieux l'année prochaine? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Je dois d'abord apporter un correctif. Oui, un correctif. Expo Béton RDC, c'est une ASBL. Oui. Et ces salons de construction et des infrastructures n'étaient que l'une des activités que nous organisons. Donc, il y a
les salons qu'on a organisés, mais au mois de mars, on avait aussi organisé un déjeuner-débat sur la création d'un fonds de promotion pour l'habitat. Et cette année, nous avons connu un franc succès. Nous avons dépassé le nombre de partenaires qu'on a... Que vous aviez l'année dernière. Oui, notamment. L'année dernière, nous avions une cinquantaine d'entreprises. Cette année, on est allé presque au double. Et dans notre site, on a été visité, on a atteint le million. Oui, vous avez atteint le million, mais moi j'ai fait un tour de ce côté-là. Il y avait un peu de tout, c'est vrai, qui tourne autour de la construction, mais pas que, pas seulement. Bien sûr, il y a eu des domaines, notamment, on a parlé du marché public, on a parlé de partenariat public-privé. Il y a des matières voisines vraiment à la construction qui ont été aussi développées. Alors, je précise ici que vous êtes un expert en construction parce que dans l'autre vie, vous étiez directeur national chargé de l'inspection. Donc, à travers toute la République, vous travaillez dans l'administration publique. Tout à fait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à ce salon, pour ceux qui ne se sont pas rendus, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Bon, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au Chartres Club, nous allons dire qu'ils ont manqué un rendez-vous très très important. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de tout, et surtout de la normalisation dans le secteur de la construction et des infrastructures. C'était une matière qui a été développée par des professionnels, par des personnes qui connaissent très bien leur métier. Et on a été même très surpris d'être sollicité de recommencer une session spéciale pour quelques entreprises. On va bientôt annoncer à quand cette date-là pour la session spéciale Expo Béton. Ce qui vous reste maintenant, c'est de communiquer parce que ce sont des matières qui intéressent non seulement les spécialistes, pas seulement les spécialistes, mais également le grand public qui construit. C'est tout le monde qui construit à Kinshasa. Il vous reste maintenant vraiment de communiquer toutes ces connaissances au grand public, non? Tout à fait, nous sommes là, nous sommes une ASBL, je disais. Notre but est de propulser un peu, de secouer un peu l'État aussi dans son rôle pour que l'État puisse donner à la population l'information la bonne. Aujourd'hui, ce qui paralyse cette activité, la construction notamment, c'est beaucoup plus le manque d'information. C'est beaucoup plus le manque d'information. Et vous me disiez, je suis complètement surpris, qu'il y a absence de normes en République démocratique du Congo. Il faut normaliser tout ça. Malheureusement, c'est une réalité. Je vous ai donné un exemple, par exemple, s'agissant du Code de l'urbanisme. Nous utilisons un document qui date de 1957. C'est un document dépassé qui n'est pas... Malheureusement, nous l'utilisons encore et c'est le seul qui est encore en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quand des gens, des sociétés, des entreprises gagnent des marchés, ils viennent construire comme ils l'entendent ou on leur impose quand même un minimum, non? En effet, lorsque quelqu'un souscrit au permis de construire, je dois vous rappeler ici que le permis de construire, c'est l'un des indicateurs de performance du doing business. Donc c'est une matière qui est très bien regardée par tout le monde et malheureusement, la République démocratique du Congo occupe une très mauvaise place sur l'échiquier international. Sur les 188 économies en course, en compétition, nous sommes, pour cette année, je crois, nous sommes le 185e économie. Nous n'avons pas une bonne cote en matière de permis de construire. Oui, ce qui est surprenant, c'est que effectivement, bon, j'ai essayé de construire ma petite bicoque ici. On m'avait jamais demandé le permis de construire, mais j'arrive au Katanga pour faire la même chose à Lubumbashi. Dès que j'ai commencé à construire, on m'a dit non, monsieur, il faut vous rendre au service intéressé pour obtenir ce papier-là. Donc, il y a des coins où ça se passe moins bien et des coins où ça se passe bien. Tout à fait, il y a un sérieux problème, notamment dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Le premier problème dans la ville de Kinshasa, il y a d'abord deux commissions qui fonctionnent concomitamment. Il y a une commission d'analyse des demandes de permis de construire qui fonctionne au niveau de l'hôtel de ville et une autre commission qui fonctionne au niveau du secrétariat général de l'urbanisme habitat. Ça, c'est de un. De deux, Kinshasa est quand même une mégapole. Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants par rapport à Lubumbashi. Mais ce qui est aussi vrai, il faut qu'on se voile pas la face, dans nos services respectifs au niveau des communes, il n'y a pas seulement que les professionnels qui animent le service de l'urbanisme.
très souvent, le bourgmestre, il peut prendre quelqu'un qu'il désire, il le met là-bas, et puis le monsieur, pour lui, c'est un rôle, il faut aller rançonner. Alors que le but de l'agent de l'urbanisme qui travaille au niveau de la commune, c'est de donner l'information. Lorsque vous construisez, quels sont les risques que vous encourez lorsque vous ne respectez pas les normes? Lorsque vous construisez, qu'est-ce que vous payez à l'État? Pourquoi vous le faites? En fait, lorsque vous avez un architecte qui vous conseille, il peut ne pas être bon. Mais lorsqu'il est mis en face d'autres architectes, lorsque son plan est critiqué, pour vous les constructeurs, c'est rassurant. C'est rassurant. Donc c'est ce que l'État fait. Et en contrepartie, on vous demande de payer une taxe symbolique. Et on doit ici vraiment tirer le chapeau bas pour l'ANAPI qui se bat pour revoir cette taxe-là à la baisse, de manière à ce que la population puisse y accéder sans problème. Il coûte combien aujourd'hui? Aujourd'hui, la taxe, l'année passée, les années antérieures, elle a été d'environ $1 le mètre carré. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à reprendre $2 le mètre carré. Et ce qui ne nous place pas en une bonne position par rapport aux autres États. Ailleurs, c'est moins que ça, et puis c'est moins compliqué, on peut l'obtenir facilement. Alors, ce qui me surprenait encore davantage, que vous puissiez me dire qu'à Kinshasa, depuis les indépendances, on n'a jamais loti quelque part, officiellement. Vous êtes journaliste et sinon vous allez les savoir. Aucun média, aucune information, on a lancé un lotissement officiel, il n'y en a pas. C'est soit un chef coutumier qui s'arrange avec un ami, qui distribue des parcelles. Ces personnes-là, après, ils viennent au service de l'État pour régulariser leurs documents, malheureusement. Et le chef coutumier n'en a pas le droit? Malheureusement, non. Le chef coutumier a le droit de jouir du sol coutumier, pas de l'aliéner. Ah bon? Pas du tout. La loi foncière ne prévoit pas au chef coutumier ces prérogatives. Ah oui, parce que s'il aliène, mais les autres... Ils vont gérer quoi? Ben oui. Ils vont gérer quoi? Au rythme où on construit en République démocratique du Congo, est-ce que le ciment se vend bien, dis donc, le béton? Je vais peut-être vous étonner, les bétons, c'est une denrée qui se consomme très mal en République démocratique du Congo. Et comment? Voyez, renseignez-vous d'abord auprès de services que je venais de vous citer qui délivrent les permis de construire. Vous allez vous rendre compte que par an, on ne produit même pas 1000 maisons, même pas 500 maisons. Il n'y a même pas 300 permis de construire qui sont délivrés. Bon, on viendra régulariser après. Non, c'est-à-dire même les gens qui construisent de manière officieuse, ce sont des bicoques, ce sont des maisons de squatting. Ce ne sont pas des maisons qui sont dans les normes. Les ciments ne se comportent pas très bien, on ne les consomme pas suffisamment. C'est pourquoi nous, Expo Béton, nous avons, lors de notre salon, on a essayé de rappeler aux décideurs politiques qui étaient sur place, même par le média, faire comprendre aux autorités que les ciments ne se vendaient pas très bien, les ciments ne se consommaient pas très bien en République démocratique du Congo. Mais alors, parce que vous parlez de bicoque, si le vent un jour venait nous visiter à la mesure de ce qu'on a vu dans les îles, aux États-Unis, mais c'est tout qui partirait, qui sera emporté par ce vent violent, non? Kinshasa, si jamais un vent violent soufflait sur Kinshasa, je crains fort qu'il y ait des quartiers entiers qui puissent disparaître. Il y a beaucoup de quartiers à Kinshasa qui existent par le fait d'envahissement des sites, qui sont construits. Il y a tout un quartier qui est construit hors normes. L'État n'a pas viabilisé, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas... Donc il n'y a aucune assistance de la part des professionnels. Les gens évitent, même les architectes, ils évitent même les ingénieurs, ils se disent que ça coûte trop cher. Il va chercher un maçon expérimenté et puis il lui donne cette responsabilité-là. Qui sont mal mélangés. Oui, on a vu les cas ici à Kinshasa, on a vu des immeubles tomber comme des châteaux de cartes. C'était suite à cela, malheureusement. Un conseil à donner à nos téléspectateurs en cette matière: mieux vaut s'entourer d'un architecte, aller faire la contre-expertise auprès de l'État et avoir une maison convenable, plutôt que d'habiter dans une maison appelée à s'écrouler. Dites-le à nos téléspectateurs en regardant bien dans la caméra. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Moi, je dirais à toute la population congolaise,
en général les Quinois en particulier, que ne prenez jamais les risques de construire sans avoir au préalable souscrit à un permis de construire. C'est un document qui vous sécurise. Ce n'est pas seulement un document, mais derrière le document, il y a tout un processus d'examen de vos plans, même de la qualité du sol que vous utilisez pour sécuriser les personnes et même vos moyens. Parce que lorsque vous construisez une maison qui s'écroule, ce n'est pas seulement la vie des personnes qui est mise en jeu, mais c'est aussi de l'argent, aussi bien pour vous que pour l'État congolais. Donc lorsque vous avez construit une maison dans les normes, si vous louez cette maison, vous allez payer des impôts, l'État aussi aura des dividendes dans les normes. Donc l'État doit aussi faire ce travail-là, d'apporter de l'information pour que les gens ne craignent pas, ne se disent pas seulement que lorsque je vais aller demander ces documents, c'est de l'argent que je vais payer. Non, il y a ce qu'on appelle l'assistance à l'autoconstruction. Il y a des personnes qualifiées au service de l'urbanisme et habitat qui vont vous conseiller, qui vont même par moment contredire ce que votre architecte pourra vous proposer. Ils vont vous exiger de faire les sondages du sol. Ils vont vous exiger d'avoir les calculs des structures. Il faut que vous puissiez donner le poids de l'immeuble. On va comparer par rapport au sol si cet immeuble doit être réalisé ou on peut vous demander de modifier les plans pour que la maison ne puisse pas s'écrouler et que le vie ne puisse pas périr. Alors, quelles sont les quelques leçons, vous allez peut-être répéter ce que vous avez dit, quelles sont les leçons qu'on peut retenir après cet atelier, non, ce salon? Après les salons de 2017... Quelles sont les leçons pour les téléspectateurs? Oui, après la deuxième édition Expo-Béton, moi je dirais plutôt la leçon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la norme. On s'est tout de suite rendu compte qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème de normalisation. Ce secteur est très mal, je dois le dire sans avoir froid aux yeux, que ce secteur est très mal géré. J'ai donné un exemple tout à l'heure là pour dire que lorsque vous circulez sur poids lourd et vous venez sur Triomphal, vous avez deux routes, deux technologies différentes, mais aussi des réalités. Il y a une route qui s'abîme plus vite que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une autre technologie que la première. Alors pourquoi est-ce que nous, en République démocratique du Congo, on ne va pas disposer d'une technologie, de notre norme à imposer les personnes ou les sociétés qui viennent souscrire à des marchés chez nous? Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Je pense que cela vaut aussi pour le domaine de la construction. Je vous ai dit tout à l'heure là que la loi que nous utilisons date de 1957. Il faut normaliser le secteur de la construction. Il faut l'adapter aux réalités présentes. À vous qui avez été inspecteur, est-ce que les architectes coûtent cher? Il y en a qui sont au chômage, donc on peut trouver des architectes à n'importe quel prix. Effectivement, je vous dirais qu'au service de l'urbanisme, dans la direction de l'habitat, il y a un bureau qui est chargé de l'assistance à l'autoconstruction. C'est-à-dire, si vous voulez construire, peut-être si vous voulez échapper le conseil d'un architecte, si vous vous rendez dans ces bureaux, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire, qui peuvent vous aider à produire un plan. Mais je vais vous dire tout de suite que l'architecte peut coûter cher ou pas, ça c'est relatif. Le tout dépend de l'importance que vous accordez à votre vie et à votre portefeuille. Parce que si vous prenez les risques de construire comme bon vous semble, sachez qu'un jour, vous pouvez soit devenir pauvre du coup, ou soit perdre votre vie. Alors, tokoloba yango na lokota ya lingala po bandeko nyonso bakolanda biso bayoka loba na bango na lingala makambo oyo ti koloba oyo bayoka ngo malamu. Merci beaucoup. Matondo mingi na lobi boye soki olingi kotonga ndako na yo na ville ya Kinshasa ou bien na esika nyonso to ozwami na kati ya engumba ya République démocratique du Congo, esengeli na liboso premièrement s'assurer que yo muto zali mukolo mabele place olingo tonga ba conflit mingi matata mingi ezali kobenda ma liboso ya ba juse ezali kouta notamment na ba 80% ezali ba conflit lié au foncier. Moni mutu azu a mobiliser misolo ebele mais akeko tonga esika ezaki a été peut-être ezaki à l'état lobi ba kobuka ezali mabe. Ça c'est de un de deux soko lingo tonga ata ozali pressé ata ozali oza na ba notion voisine ya construction, mais c'est toujours bien au luka conseil et expert au luka mutu oyo akoki ko
ayebi ayekola musala wana ayebisa yo et puis yona ye beaucoup mbamoboke na bureau ya l'état parce que même architecte akoki kozala chevronné akoki kozala makasi ingénieur akoki koyeba mosali malamu mais babiloko basengaka epai ya l'état tout à l'heure nautaki koloba que basengaka par exemple baétude ya sol pour une certaine catégorie ya bandako soki okomi na rez-de-chaussée étage otongi na C obakisi baétage misato bakoba te okotonga bongo te eyaka nanu na document oyo elakisi que mabele ozotonga ezali bon sol ezali marécageux te ezali malamu bakoki kosenga yo mpe oya na document moko babengaka yango calcul de structure oyo ezali korenseigner poids ya immeuble po l'état baexpert ya l'état batala babiso non poids ya immeuble na mabele ozo kotongela ekosimba te ekosala affaissement ekoki kokwea makambo wana nyonso tu esengeli na biso koyeba yango et que topusana pembeni ya l'état tosenga mpe na bakonzi oyo bazali kokamba secteur ya urbanisme badote bacommune na baprofessionnel tozomona bajeune gens baza kobima na bauniversité mpe bainstitut supérieur oyo basali baurbanisme mosusu basali baarchitecture il faut toencourager bango tosala recrutement bazala na bacommune pour que bango nde bazala loko bazali outiller ya kopesa conseil bazala pembeni ya population pour que rôle ya l'état ezala kaka confondu na ya ko prélever taxe mais ya ko apporter message. Merci monsieur Bob d'être venu nous éclairer sur tout cela. Ce journal est terminé. Le prochain demain, moi je vous retrouverai quant à moi dans l'émission Profondeur où nous allons revenir sur l'émission de la fois dernière. Et ensuite, nous reviendrons avec d'autres amis pour commenter, parce qu'il s'agit de l'université, de l'enseignement. C'est très important pour notre pays. Merci et à demain dans Profondeur. La composition et la publication d'un cabinet ministériel ou autre ne constituent pas en soi une information. Mais la publication le 4 septembre du cabinet politique de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition LLIMT, amène la cité africaine à poser la question de savoir si l'on assiste à un grand retour du tribalisme. Et il y a de quoi. Il s'avère en effet que sur une liste de 12 nominés, dont un directeur de cabinet adjoint, la première chose qui saute aux yeux est que tous les heureux lauréats proviennent tous ou presque du même espace linguistique et culturel. En l'espace lubaphone. On a l'impression, poursuit le journal, que pour le fils Tshisekedi, le peuple, c'est d'abord le peuple du Kasaï. À la tête d'un cabinet à forte connotation tribale, Félix Tshisekedi pourrait laisser croire à ses détracteurs que pour lui, le slogan « Le peuple d'abord » n'a de sens que dans les limites strictes du territoire de Kabeya-Kamwanga. Mais, à la décharge du leader actuel de l'UDPS, il faut reconnaître que dans le domaine des cabinets politiques tribalisés, il a en héritage une longue et populaire jurisprudence qui perdure depuis plus de 60 ans. Le phare fait une projection sur la 72e Assemblée générale des Nations Unies, ouverte ce mardi à New York, et au cours de laquelle la France pourrait soumettre au Conseil de sécurité, le 18 du mois en cours, un énième projet de résolution sur la République démocratique du Congo. Paris serait, selon le phare, prêt à prendre la tête d'un front anti-glissement qui exigerait la tenue impérative des élections à la fin de l'année. Entre d'improbables élections et une immanquable transition, s'érige naturellement la Constitution, sorte de piège à large spectre, s'amuse Forum des As. Avec une question aux constitutionnalistes d'ici et d'ailleurs, par quel mécanisme pourrait-on envisager une transition sans l'actuel chef de l'État? La loi fondamentale que tout le monde évoque, telle la Bible, le Coran ou la Torah, c'est selon, aurait-elle prévu pareil cas de figure? Poser ces questions, c'est y répondre.
À moins que les partisans d'une transition sans Kabila consentent à prendre des libertés avec la Constitution, auquel cas ils ouvriraient une brèche dans laquelle tout celui que l'actuel maire des lois gêne s'engouffrerait. Car dès lors que l'on s'autorise une lecture à géométrie variable de la Constitution, tout devient permis, car plus rien n'est interdit. Le courrier de Kinshasa rappelle les tenants de la réunion interinstitutionnelle tenue samedi dernier et à laquelle était invité le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agissait, indique le quotidien, de baliser la voie à la convocation de la tripartite CNSA, gouvernement CENI. Détail important, Corneille Nangaa a souligné que la seule manière de contourner le déficit constaté dans le financement des élections est de recourir à la machine à voter qui ferait épargner au trésor public 400 millions de dollars grâce à un bulletin de vote très réduit.